Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous au Salon de l'emploi public, emploi et mobilité publique 2025, donc qui est organisé par la préfecture de région Occitanie et plus particulièrement par la PFRH. Ce salon, bien sûr, on le porte, mais on est accompagné par des employeurs publics qui acceptent de co-animer ces webinaires avec nous. Et puis, les opérateurs de l'emploi, comme France Travail, qui est là aujourd'hui avec nous pour vous proposer ce webinaire. Vous participez donc aujourd'hui à une journée en distanciel 100%, où que vous soyez en Occitanie, vous pouvez nous rejoindre. Donc je vous le disais, tous les webinaires seront à retrouver d'ici la fin de la semaine sur la chaîne YouTube de la PFRH. Et si j'y pense, je vous remettrai le lien en fin de webinaire dans la discussion publique. Demain matin, on a des conseillers mobilité carrière d'Occitanie des 3 versants de la fonction publique qui proposent des entretiens flash dont les candidatures, malheureusement, les inscriptions sont terminées aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment un temps fort et on tient à remercier l'ensemble de nos partenaires qui interviennent tant sur ces entretiens flash que sur ces webinaires. C'est vraiment précieux pour nous. Et puis en complément de cette journée, de ces 2 journées en distanciel, on a des événements en présentiel. Donc je sais pas, Maria, si tu peux passer sur la deuxième slide, puisqu'on a Je le. l'avais prévu en dernier, Ah, Cécile, mais ah, je peux squeezer jusqu'à la fin si tu veux. non, mais donc je ne spoile pas, mais donc on a un certain nombre de salons en présentiel également. Si vous êtes aujourd'hui dans le Tarn-et-Garonne, il y en a un qui se tient actuellement. Il n'est pas trop tard pour prendre vos affaires et amener votre CV et votre plus beau sourire sur ce salon. Et puis on en a un certain nombre d'autres jusqu'à la fin de l'année, mais Maria, voilà, vous redonnera les dates à la fin. Voilà, donc je remercie Maria, je remercie également nos collègues de France Travail d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter dans le chat. On y répondra, les collègues y répondront bien sûr avec grand plaisir. Et donc la parole à nos intervenantes du jour. Alors Merci beaucoup, bonjour, Cécile. Bonjour bonjour Yasmine, à bonjour Clémence. bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc France Travail. Ah, alors, je vous remercie Clémence et Yasmine d'avoir accepté cette invitation. L'objectif de notre webinaire qui va durer entre 30 et 40 minutes, ça va être de vous donner des clés de lecture sur des offres d'emploi pour adapter au mieux vos candidatures. Je suis Maria Bruni, donc conseillère RH à la PFRH. Et dans le cadre de mes missions, moi, j'accompagne les employeurs publics, notamment à la rédaction des offres d'emploi. Et je suis accompagnée de Yasmine et Clémence, du coup, qui travaillent chez France Travail. Et je Voilà, vous laisse vous présenter. tout à Alors fait. du Donc, coup, vas-y Yasmine, présente-nous si tu veux. oui, Yasmine et Clémence, donc, et nous sommes chargés de relations entreprises, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des conseillers France Travail Pro, puisque notre mission, c'est aussi d'accompagner les besoins de recrutement des entreprises, dont des administrations et des collectivités, donc d'ensemble du secteur public, et de recueillir des offres. Et notre rôle ici aussi aujourd'hui, par rapport à ces offres, c'est de décrypter l'offre, parce qu'il y a une mission aussi qui est centrale et qu'on effectue au quotidien, c'est d'analyser des candidatures pour effectuer des présélections et pour pouvoir les adresser aux entreprises. Donc, Voilà. Yasmine Tout à fait. et Clémence ont la vision candidat et accompagnement aussi des candidats, en fait, et faire le lien avec les entreprises et les employeurs publics qui peuvent aussi recevoir des candidatures via France Travail, bien sûr. Yasmine, je vais vous surprendre, hein, je préfère vous le dire. Lorsque nous avons préparé ce webinaire, vous m'avez fait part d'une métaphore. Oui,
Oui, qui peut paraître, voilà, qui peut paraître parfois, mais qui m'avait beaucoup marqué. C'était suite à une conférence RH, hein, qui s'adressait d'ailleurs à des entreprises qui avaient des difficultés à rendre des offres d'emploi attractives et ce qui disait que en fait une offre d'emploi sans éléments, sans voilà descriptif, c'est un peu comme réserver une chambre d'hôtel qu'on n'a pas vue, qu'on n'aurait pas vue. Donc je trouve que c'est assez marquant puisqu'effectivement, c'est se projeter comme on se projette sur un séjour, un voyage. Et ben, une offre d'emploi, c'est aussi très important puisque c'est encore à plus long terme. Hein, c'est se projeter, voilà, dans sa vie de tous les jours. Alors, lorsque l'offre d'emploi, du coup, comprend peu d'éléments, c'est sûr que elle va être peu lisible par le candidat et qu'il va être plus compliqué de décrypter et de voir les attendus qu'il y a derrière. Mais c'est pas le cas de toutes les offres d'emploi. Certaines sont extrêmement complètes, voire d'autres très touffues, notamment dans la fonction publique, hein, où on a certains employeurs mettent encore énormément d'informations sur leur offre. Et donc, c'est plus ou moins facile de se projeter sur l'emploi qui est proposé dans cette offre en fonction des éléments qui sont donnés. En tout cas, un candidat, lorsqu'il regarde une offre, il va voir l'intitulé de l'offre, si ça correspond à ce qu'il recherche. Il va regarder les missions, alors parfois dans les grandes lignes, et puis très vite, il va aller regarder les compétences qui sont attendues et il va se demander si finalement son profil est compatible avec les attendus qui sont exprimés dans l'offre d'emploi ou pas du tout. Tout à fait, Du coup, Maria. nous vous proposons ce webinaire en 2 parties sous la forme un peu d'une interview. Donc moi, je vais questionner un peu Clémence et Yasmine en 2 grandes parties. La première, c'est comprendre les attendus de l'offre pour mieux adapter son CV. Et la deuxième partie, ce sera se renseigner sur la structure pour mieux valoriser sa motivation. On fera une toute petite partie sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour sa candidature. Donc, sans plus attendre, je lance la première partie. Comment identifier finalement les compétences attendues sur une offre et sélectionner dans son parcours les expériences qui sont adéquates. J'ai envie de vous poser une question, Yasmine et Clémence. Est-ce que il y a une adéquation parfaite entre un profil et une offre d'emploi? Et puis, comment on va aller décrypter finalement les compétences qui sont attendues dans une offre? Alors, du coup, je me lance et Clémence complétera ça marche, on fait comme avec ça. des éléments. On fait comme ça. Donc, du coup, alors, il n'y a pas forcément une candidature parfaitement adéquate avec une offre d'emploi. Ça n'existe pas. Ce n'est pas, voilà, c'est ce qu'on aimerait tous, mais ce n'est pas possible. Mais donc, il y a plusieurs candidatures qui peuvent être en adéquation et plusieurs profils avec une offre d'emploi à partir du moment où on a bien repéré des compétences. Les compétences, c'est un mot très large, donc qu'on emploie, que tous les acteurs de l'emploi emploient Régulièrement. régulièrement. Et donc, c'est nos savoirs, nos savoir-être, nos savoir-faire. Mais faut-il encore bien pouvoir les identifier et faut-il encore bien pouvoir les analyser sur son parcours? Et c'est ce qui est peut-être le plus difficile. Puisque sur les compétences, souvent sur l'offre, on a quand même beaucoup de détails. Les candidats, on se rend compte qu'ils passent parfois un peu rapidement sur ces détails, mais qui vont finalement être les éléments les plus importants et les plus essentiels que va retenir le recruteur. Effectivement, parce que sur un CV, enfin plutôt des dizaines, voire des centaines de CV reçus, l'employeur va être surtout marqué par des compétences qui vont être en adéquation avec celles qu'il aura précisées dans l'offre d'emploi. Peut-être même plus que seulement, en tout cas pas uniquement un parcours ou un diplôme.
c'est vraiment cette partie opérationnelle qui va apporter toute la plus-value à la candidature et qui peut faire la différence par rapport à une autre, à une dizaine d'autres, comme je le disais précédemment. Donc on aura l'occasion, parce qu'on voulait montrer quelque chose, on voulait que ce soit plus concret aussi pour vous, de vous montrer vraiment une offre, par exemple, qui peut générer beaucoup de candidatures et sur laquelle d'ailleurs on refuse beaucoup de CV parce que les compétences ont été mal identifiées et c'est fortement dommage. Alors comment fait-on pour identifier ces compétences? On peut par exemple se servir, petit tips, on peut se servir d'une journée de travail. Qu'est-ce qu'on a fait sur une journée de travail? Et on essaye de décomposer un petit peu cette journée, mais avec vraiment des actions. Bien évidemment, voilà, je sais pas, j'arrive, je prends mon petit café du matin, mais c'est vraiment, voilà, c'est ce que je vais effectuer comme activité, comme tâche. Si on fait l'analyse sur une journée de manière détaillée, on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses, qu'on a beaucoup de compétences, et ces compétences-là, on peut du coup les associer avec aussi des outils comme on a nous, Métiescope, qui vont Oui. reprendre qui vont sur lesquels on va les traduire dans un langage un peu plus technique, si ça peut vous aider. Tout à fait, ça montre également que vous vous projetez dans le poste et sur l'offre d'emploi. Et c'est souvent une question qui est posée aussi à plus tard en entretien. Comment vous voyez la journée type? Voilà. Et du coup, moi j'ai envie d'aller sur une notion qu'on appelle la notion de compétences transférables, c'est-à-dire que le candidat, lorsqu'il va voir les compétences attendues, et puis parfois aussi le niveau de compétences attendues, souvent on voit niveau maîtrise, niveau expert, etc. Ça peut faire un peu peur au candidat qui peut se dire, moi je suis pas du tout expert, ou alors cette compétence, je la détiens pas. Or, il y a des compétences du coup, qui peuvent être transférables. Comment le candidat, il peut les identifier, ces compétences-là? Oui, effectivement, Maria, tu as tout à fait raison. C'est vrai que parfois on est frileux, on se dit, tiens, il y a beaucoup de choses, moi ces compétences, je les ai pas, comment faire? Et ça pose aussi la question, est-ce que je vais devoir faire un CV à chaque fois en répondant à chaque offre? C'est parce que ça, c'est très laborieux Oui, si on doit faire un CV et l'adapter systématiquement à chaque offre. Mais non, il y a quand même une solution. C'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle les compétences transférables déjà, parce que souvent on a des personnes qui ont travaillé dans des secteurs d'activité qui ont des compétences qui peuvent être complètement transférables à un autre secteur d'activité qui ne les identifie pas. Je vais prendre un exemple bien concret sur un recrutement qu'on avait géré et qu'on gère régulièrement sur des agents allocataires, par exemple de la CAF, de la Haute-Garonne. On avait des techniciens de laboratoire qui candidataient, qui avaient des compétences. Pourtant, on est dans deux secteurs qui, a priori, ont peu ou pas de lien, mais finalement, on retrouve des compétences en termes de respect de procédure, en termes de normes, de confidentialité, beaucoup de compétences qui peuvent être transférées sur ce poste-là et pour lesquelles ça nous viendrait pas à l'esprit immédiatement. Donc ce travail-là de vraiment analyser toutes vos expériences professionnelles et de faire le lien avec les compétences que vous pouvez transférer, il est aussi essentiel. Donc le tips, je prends ma journée, je décortique tout ce que je fais et puis j'essaye de voir finalement un peu plus large que mon domaine d'activité. Il peut aider le candidat à aller sur une compétence transférable qui pourrait valoriser sur un domaine d'activité qui est complètement différent du sien. Tout à tout à fait, tout fait. à En fait. fait, prendre le temps pour le candidat de préparer, avant même en fait de commencer à candidater, heu, sa méthode de recherche, de recrutement, ses CV et cetera, de prendre ce temps de faire le point sur ses compétences, ça va être vraiment du temps gagné pour la suite. Et comme disait Yasmine, oui, on va peut-être pas faire un nouveau CV pour chaque offre, certes, mais s'il y a un, 2, 3 métiers, visés, un CV, par type de métier, à minima ne serait pas forcément inutile. Et après à minima, quand même mettre un titre correspondant à l'offre d'emploi.
Et après, la lettre de motivation peut aussi servir à détailler le reste. Alors, c'est intéressant, du coup, comment on peut adapter son CV sans forcément y passer des heures et des heures. Alors, il y a un webinaire spécifique tout à l'heure sur CV et lettres de motivation qui sera d'ailleurs animé par Cécile, où il y a beaucoup d'outils qui vont être donnés aux candidats pour construire leur CV, l'adapter, etc. Mais de manière générale, quels conseils là on pourrait donner à nos candidats pour adapter leur CV à une offre qui leur a tapé dans l'œil? Alors, tout simplement en travaillant sur les domaines de compétences. Plus vous allez enrichir les domaines de compétences, et pas, je m'explique, par exemple, un métier sur lequel on a beaucoup de candidatures, des agents administratifs, des secrétaires. Veux-tu que je Voilà. diffuse l'offre, Yasmine, en même Oui, temps, maintenant, oui, peut-être? oui, oui, si Comme tu ça veux. sera un exemple. Je vais vous donner la main. Ouais, très bien. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, hein. Non, mais pas de Je me suis dit que souci. c'était peut-être le bon moment. C'était le moment. Voilà, j'ai senti que c'était le bon moment. Alors, Parce que vous avez le petit bouton qui s'affiche. tout à fait. Gérer les documents de présentation, c'est ça? Non. Oui, ça peut Alors, être ça. Et là, vous pouvez la non, télécharger. Du partagez coup, votre c'est écran. assez... Ça y est, j'ai compris. Ou C'est bon, partagez je votre écran. l'ai. Les deux Ouais, fonctionnent bien, Clémence. très bien. Alors, c'est parfait. Hop, ça va remonter, je pense. Vous me dites si c'est bon de votre côté. Ça arrive. C'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Oui. C'est bien. Alors, Je te laisse poursuivre, Yasmine, excuse-moi. oui, non, Mais non, voilà, tu mais parlais justement, c'est ce qu'on avait merci. choisi, Voilà, secrétaire c'est admin. ça. Voilà. Donc, si on descend, si tu peux, si tu arrives Mhm. à descendre au niveau Oui, du voilà. curseur, Pour les voilà, vous voyez? participants, juste un petit tips technique pour les participants si vous voulez voir un peu plus grand. Si vous êtes sur un petit écran d'ordinateur portable, vous avez les 4 petites flèches qui partent dans tous les sens en haut à droite et vous pouvez mettre le partage d'écran en plein écran. Vous ne verrez plus Clémence, Yasmine et Maria, mais vous verrez l'offre en grand format. Voilà, je vous laisse poursuivre, mesdames. Désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. Allez, donc du coup, je reprends là. Donc du coup, sur les compétences, vous voyez, il y a des compétences qu'on retrouve déjà qui sont identifiées. Et on a des compétences très généralistes, gestion administrative du courrier, classer des documents, gérer des agendas, des mises à jour de bases de données, des connaissances comptables. On va Des avoir savoirs. là des savoir-être aussi sur Mm. l'autonomie, les aptitudes. Donc, effectivement, on ne va pas forcément tout le temps retrouver les termes identiques et les éléments de langage qui sont identiques sur un CV. Mais qu'est-ce qu'on va demander? Je prends par exemple des CV que j'ai reçus sur cette offre de comptables qui n'avaient pas fait l'effort de travailler, qui ont les compétences certainement, mais moi, je ne peux pas le décrypter sur leur CV et cette candidature sera rejetée parce que on avait des compétences uniquement dans la comptabilité et dans le domaine comptable. Il n'y a pas de domaine qui a été abordé, par exemple, dans le secrétariat. Là, on a bien des besoins sur des éléments de comptabilité très généralistes, puisqu'on retrouve de la comptabilité générale et des connaissances comptables souhaitées, mais pas que. Donc, vous voyez, si on ne fait pas cet effort de vraiment enrichir son CV par domaine de compétences, que par exemple, que ce soit en domaine, que ce soit sur un volet juridique, que ce soit sur un volet administratif, que ce soit sur un volet comptable, mais qu'on fait exclusivement un CV sur un domaine de compétences, par exemple, qui est que la comptabilité, on réduit ses chances de pouvoir être Accéder à l'entretien. voilà, de pouvoir déjà être présélectionné. Et c'est vrai que du coup, il faut savoir que quand même sur une offre, on a beaucoup plus de concurrence sur une offre d'emploi que sur le reste du marché du travail, des opportunités du marché du travail. Mm.
Donc, Tout à le fait. tips et ce qui doit être fait en amont, c'est un travail qui prend un peu de temps au départ, faire un CV assez complet et l'enrichir par domaine de compétences. Mais une fois qu'il est fait, il peut être complètement modulé, adapté. Et là, si vous souhaitez enlever par contre un champ de compétences, vous pouvez le faire, le rajouter. Voilà, c'est beaucoup plus facilitant et vous gagnerez en agilité et en temps. Ok, donc faire un Tout à fait. CV initialement hyper complet, que finalement on va adapter en enlevant des champs qui ne vont pas intéresser cette offre Oui, pour l'adapter au mieux à l'offre, quoi. tout Oui, à fait. ou en mettant en valeur d'autres champs par rapport à, enfin, les uns les autres, en modulant. Ok. Et est-ce qu'il est pertinent selon vous de reprendre les compétences vraiment de l'offre et de les caler sur le CV? Alors, pas toujours. C'est ce que j'expliquais à ce moment-là. On va pas avoir de manière identique, et ça sert à rien parce que ce serait du copier-coller et c'est pas ce qui intéresse le recruteur ni les ressources humaines. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant si vous l'avez travaillé par domaine sur des activités que vous avez développées, mais voilà, que ça reste générique et que c'est en lien avec les compétences qu'on retrouve sur l'offre. Et non, moi je conseille absolument pas que ce soit identique. C'est pas ce qui est Ok, recherché. merci. Oui, et Merci puis une Yasmine. nouvelle fois, pardon, si vous avez fait ce travail en amont de, voilà, de recherche et de constitution vraiment d'un CV très personnel en fait, qui vous ressemble, ça sera d'autant plus facile d'en parler, en entretien d'embauche, pardon, si ensuite vous passez l'étape suivante. Plutôt que bon, si vous faites un copier-coller, voilà, c'est toujours un peu moins personnel et vous vous appropriez pas vraiment, les compétences et ce qu'il y a sur votre CV. Donc C'est là, bon oui, pour Merci le beaucoup. partage ou tu veux que je laisse encore? Ouais. Clémence, elle a tout à fait raison. J'ajouterais même que vous gagnez en temps à travailler votre entretien de cette manière-là et vous serez beaucoup plus à l'aise. Tout à fait. Allez, je vous Merci redonne la beaucoup. main Moi, du coup? je voulais juste rajouter un élément concernant le niveau de compétences attendues. C'est vrai que sur les offres des employeurs publics, le niveau de compétences attendues, souvent l'employeur, lorsqu'il le rédige dans son offre d'emploi, il va un peu imaginer le candidat idéal. Et donc sur certaines compétences, il va mettre expert ou maîtrise absolue. Alors oui, il y a des domaines pour certains postes où une expertise et une maîtrise est nécessaire. Mais quand vous voyez dans une offre d'emploi que sur toutes les compétences, on a expert, expert, maîtrise, maîtrise, expert, expert, c'est que l'employeur, il s'est un peu projeté sur le candidat de rêve. Et ça doit pas faire peur en fait. Oser vraiment Oui, oui. candidater parce que finalement, tous les employeurs, je suis désolée pour les employeurs présents, hein, mais ne font pas forcément l'effort de se mettre à la place du candidat et ils vont rechercher un mouton à 5 pattes qui aujourd'hui n'existe pas en fait. Hein. Et donc, ce candidat rêvé, il ressort à travers le niveau d'exigence des compétences. Donc, finalement, n'en tenez pas trop compte. Allez-y, candidater et oser le faire. Hein. Bien sûr, Maria, et bien évidemment, toute entreprise veut toujours le candidat, le meilleur candidat, le candidat idéal. C'est pour ça qu'on rédige aussi des fiches de poste avec des compétences expertes et voire parfois trop expertes. Et c'est vrai que nous, on avait des demandeurs d'emploi d'ailleurs qui nous disaient, mais ça fait peur, elles sont très longues ces fiches. Vous pensez que, mais moi, je n'ai pas l'impression que je vais savoir faire tout ça. Mais non, bien au contraire, on donne toujours voilà, un niveau un peu plus élevé sur ce qu'on projette, mais tout le monde a ses chances et il faut oser candidater, bien sûr. On peut prendre quelques questions si vous le souhaitez. Je vois que certains d'entre vous sont en train d'écrire dans le chat, donc n'hésitez pas. Il y a déjà une question de Madame Goubi qui demande si est-ce que le CV doit tenir sur une page ou pas. Alors, il y a un webinaire tout à l'heure sur CV et lettres de motivation, donc je ne veux pas empiéter sur le contenu de ce webinaire, Cécile.
Est-ce Mais on peut qu'on y répondre. répond ou est-ce que je te laisse faire? Non, je vais les laisser les collègues de France Travail répondre. Comme ça, si elles disent quelque chose de différent, j'adapterai mon discours dans 1 heure sur l'autre webinaire. Alors, Clémence, tu veux que je me lance? Bah, oui, de toute façon, je pense qu'on va donner la même réponse. Donc, Alors, dans l'idéal, on va dire qu'un CV à une page, c'est mieux pour une raison essentielle. C'est qu'un recruteur, il a besoin de visualiser vos compétences et votre parcours, voilà, sur un seul document. Déjà, plus trop de documents, ça surcharge la candidature. C'est pas enfin voilà, c'est pour vous, c'est pas dans votre intérêt. Donc, et savoir faire un CV sur une page, et on va me dire, parce que je l'ai entendu souvent, mais moi j'ai 20 ans, 30 ans d'expérience. Oui, non, mais même avec 20, 30 ans d'expérience, avoir fait un bon CV, c'est l'avoir synthétisé. oui, ça prouve Alors aussi voilà, l'esprit de synthèse. c'est ça, Donc, c'est c'est mieux votre une capacité. page. Tout Oui, à fait. Après, c'est notre conseil. Chacun Ouf, France adapte Travail ses dit la même conseils. chose que moi. Tout va bien. On est raccord. C'est en effet ce qu'on conseille aussi quand on accompagne des agents de la même manière. Hein, on nous dit, bah oui, mais moi j'ai fait plein de choses. Oui, mais bon, peut-être que le premier poste que vous avez eu il y a 25-30 ans et qui n'a vraiment rien à voir avec ce pourquoi vous postulez ou ce que vous faites aujourd'hui, bah peut-être qu'il mérite plus forcément d'apparaître ou alors de manière très synthétique. Enfin, voilà, en effet, une page c'est mieux parce que quand on est recruteur et qu'on reçoit 70 CV, on n'a pas envie d'aller chercher l'info qu'il nous faut sur la 3e page tout en bas, qui est le petit truc qui pourrait faire la différence. Donc voilà. effectivement. Voilà, à décharge des Merci. recruteurs, il faut quand même imaginer que parfois ils en reçoivent Mm. énormément de CV, Oui. hein, qu'il y a une lecture qui peut être fatigante aussi. Merci, mesdames. Je vous propose de passer du coup à la deuxième partie Mm, tout à fait. sur comment on valorise du coup sa motivation, comment on se renseigne sur la structure, son contexte, les enjeux de la structure et comment on fait pour le valoriser dans sa candidature. Alors, Alors, les recherches sur les structures déjà, comment Mm. Sont indispensables. En tout cas, un minimum est indispensable totalement si ensuite il y a un contact téléphonique ou un entretien. Un candidat qui ne s'est pas renseigné sur la structure, ça se voit tout de suite et malheureusement, c'est même s'il a toutes les compétences et la motivation requises, c'est très souvent un peu éliminatoire aussi. Donc voilà, ça vaut le coup de prendre aussi ce temps-là, de faire des recherches sur la structure, l'organisme public en l'occurrence, dans lequel vous candidatez. Yasmine, je te laisse aussi oui, en alors ligne. on a Et beaucoup évolué là-dessus oui. parce qu'avant, on avait beaucoup d'anonymat sur les structures, les Mmh. entreprises, hein, les collectivités. Aujourd'hui, au contraire, elles essayent d'afficher leurs enseignes, notamment pour attirer les candidats, mais aussi c'est un bon test pour évaluer si le candidat a pris le temps de se renseigner sur la structure. Et je dirais que c'est vraiment une analyse de motivation clé pour le recruteur et que c'est indispensable d'aller faire des recherches, peu importe sur Google, même le minimum que vous pouvez faire. Mmh. Voilà, on ne va pas se déplacer à chaque fois ou Non, mais ne serait-ce que contacter, sur, le site voilà. officiel déjà. C'est ça. Ou si vous avez des contacts aussi qui sont à prendre sur l'offre, ce qui arrive Mmh. souvent, il faut vraiment les exploiter, ces contacts. Utilisez-les. Si on les a inscrits, c'est vraiment aussi pour que vous puissiez contacter ces personnes. Ça démontre déjà votre motivation, votre intérêt, et vous aurez de toute façon des éléments qui vous feront gagner d'une plus-value à votre candidature qu'on va vous transmettre. Forcément, on vous transmettra des éléments intéressants que vous n'aurez pas sur l'offre. Donc Tout à oui, fait, vraiment, et le valoriser dans la lettre de motivation. tout à fait. Et Effectivement, moi, je rejoins complètement, pardon Clémence, vas-y, je t'en c'est très bien vu dans la fonction publique d'ailleurs de prendre contact. Les employeurs, ils le voient plutôt d'un très bon œil. Ils se disent que bah, ce candidat-là, il est motivé. Tiens,
Je l'ai déjà eu au téléphone, il m'a déjà appelé, il m'a posé des questions. C'est vraiment un plus pour votre candidature si vous prenez contact en amont. Si l'employeur a pris la peine de mettre un numéro de téléphone et un mail, c'est que c'est OK pour lui d'être contacté par les candidats. Donc, faites-le. Vous avez forcément des questions à poser sur l'offre et sur le poste. Et même si ce sont des questions qui vous paraissent générales ou génériques, bah, l'employeur, il vous donnera des informations. Et ces informations, elles peuvent vous être précieuses pour la suite, en fait, du processus de recrutement. Oui, En c'est effet, essentiel. vous Ouais. Clémence. aider à rédiger la… Pardon. Je pense que j'ai un petit décalage, je suis désolée. Je disais, elles peuvent vous aider notamment dans la rédaction de la lettre de motivation, qui va être quasiment systématiquement demandée. Et également, je porterai votre attention sur le fait d'adresser la lettre de motivation au bon service lorsque celui-ci est indiqué dans l'offre d'emploi. Parce que c'est vrai que nous, on envoie souvent adressé, on va dire, à l'organisme public de façon générale. Je ne sais pas si je peux donner un exemple Oui. concret. Par exemple, avec le rectorat, on voit beaucoup de lettres à l'attention du rectorat, alors que peut-être dans l'offre, le nom du service précisément est indiqué. Peu importe, soit pour les enseignants ou AESH ou autre. Enfin, voilà. Pareil pour certaines universités où il y a vraiment le nom du service indiqué, adresser vraiment la lettre à qui va la recevoir et pas de façon trop générale à l'organisme. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, très Ah oui, petite. oui, complètement. Ça prouve que le candidat, il a lu l'offre et que déjà, voilà, il sait ça exactement où il contextualise. candidate, ce qui est quand même pas rien. Oui, surtout que souvent sur ces offres, il y a des informations sur le service en question. Voilà, il est où, il est géré comment, combien il y a de personnes peut-être dans les équipes, il est rattaché à quelle branche de l'administration en question. Donc ça, c'est vraiment des précieuses informations à prendre en compte. Voilà, et pas juste être trop généraliste. En tout cas, quand il y a les infos, faut s'en servir. Voilà. Et n'oubliez pas Merci qu'avant beaucoup. de se projeter, excuse-moi Maria, avant de se projeter sur un poste, on se projette sur une entreprise. C'est encore plus important. Parce que ça va être un environnement de travail dans lequel vous allez baigner dans votre quotidien. Donc, surtout dans le service public, parce qu'il y a des valeurs qui sont assez propres au service public, je dirais, et qui sont très importantes pour ces structures. Donc, c'est vraiment important de se projeter dans l'administration, sur le poste, mais aussi dans l'administration et dans le service public plus largement. Merci Clémence. Je vois qu'il y a deux questions. Une à laquelle on a déjà un peu répondu sur le premier contact avec l'employeur, et une autre sur la lettre de motivation qui doit forcément être manuscrite. Alors on procède pareil, Cécile. On laisse les collègues de France Travail répondre et on voit si tu es raccord. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Non, la lettre de motivation ne doit pas être forcément manuscrite. Absolument pas. D'ailleurs, du coup, c'est bien cette question parce qu'on va chaîner sur l'utilisation aussi de l'IA. Et quelle aide peut nous apporter l'intelligence artificielle. Mais non, elle peut être manuscrite comme elle peut être du coup informatisée. Informatisée aujourd'hui, c'est essentiel. Tout à fait. En tout cas, s'il n'y a pas de précision quant à la lettre manuscrite, si c'est pas, parfois ça peut être explicitement demandé qu'elle soit manuscrite. Donc dans ce cas, il faut qu'elle le soit. On a eu un exemple il y a peu de temps. Mais c'est quand même maintenant assez rare et c'est vrai que maintenant les lettres numériques, si je puis dire, montrent aussi une utilisation des outils informatiques maîtrisés. Si je puis. Et on peut faire le lien avec l'IA, effectivement. Voilà. Et oui, et on arrive presque à la fin. Alors, l'IA, on sait que les employeurs utilisent de leur côté de plus en plus l'intelligence artificielle. Ça peut être pour trier des CV quand ils reçoivent vraiment des très grands nombres de candidatures, ou d'autres outils d'intelligence artificielle aussi. On voit aujourd'hui l'apparition de ces outils lors des entretiens, soit pour retranscrire des entretiens, soit pour analyser parfois les postures des candidats lors des entretiens. Donc, si les employeurs l'utilisent de plus en plus, on se doute que les candidats aussi.
qu'est-ce qu'on en pense de l'utilisation de l'IA? Est-ce qu'il faut le faire? Et si oui, comment? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux candidats sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je vais laisser Clémence, elle adore l'IA, donc je pense qu'elle va donner des très bons conseils Oui, là-dessus. bah, tu peux compléter, comme on Oui. en avait parlé effectivement. Donc, oui, bien sûr qu'on peut utiliser, l'IA pour alléger certaines tâches, si je puis dire, dans sa recherche d'emploi. Ceci dit, comme pour tout outil, innovant, il ne f enfin, le but, c'est pas que ça se substitue, déjà à vous, à votre personnalité également et à ce que vous allez apporter à votre candidature, à votre CV, à votre lettre. On en parlait tout à l'heure, hein, quand on vous disait toutes ces recherches sur les compétences, ça va vous permettre de vous approprier, en fait, vos propres compétences et vos façons de candidater. L'IA peut être, utilisée, on parlait tout à l'heure justement des offres d'emploi un petit peu parfois, denses avec beaucoup, beaucoup d'informations. Vous pouvez, potentiellement utiliser l'IA pour, vous permettre de trier ces informations, ces offres d'emploi, lui demander de vous dégager peut-être les axes, essentiels, de vous synthétiser, éventuellement les missions pour que vous, ça puisse vous aider à rédiger un CV, une lettre de motivation, vous préparer à un entretien plus facilement. Ceci dit, il est bien évidemment, enfin, je ne sais pas si c'est évident du coup, mais fortement déconseillé de faire seulement une lettre, par exemple de motivation entièrement avec l'IA, copier-coller. Déjà parce que bon, ça se voit. Nous, on le voit avec Yasmine sur les candidatures qu'on reçoit. En fait, vu que, à quelques mots près, l'IA fait plus ou moins les mêmes choses, en particulier les versions gratuites. Donc en fait, ça se voit maintenant, et la façon d'écrire également, enfin, est très perceptible. Et ça vous rend pas service non plus en tant que candidat parce que, encore une fois, le temps que vous allez passer à préparer vos candidatures, votre lettre et cetera, c'est vraiment du temps que vous allez gagner ensuite pour un futur entretien. C'est vraiment, votre personnalité aussi, expliquer votre motivation et ça, l'IA, réellement ne peut pas le faire à votre place. Mais, l'utiliser comme outil de pré-analyse pour gagner un petit peu de temps et peut-être s'il y a des choses que vous comprenez pas bien, il peut aussi vulgariser un petit peu. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Yasmine? C'est ce dont Oui, on avait alors moi parlé. je Est-ce qu'il y a quelque chose que oui. j'ai oublié? Dis-moi. Non, c'est tout à fait ça. Je complète juste pour dire la lettre de motivation, vous la faites par exemple avec ChatGPT et ensuite vous prenez un temps pour la personnaliser, tout simplement. Parce que du coup, ChatGPT va vous permettre ce que disait Clémence, hein, de pouvoir déterminer les axes, les éléments essentiels, et à vous après d'y ajouter une touche de personnalisation. Là où ça va vous aider aussi, c'est en termes bon de syntaxe. On est Mmh. voilà De sur synonymes aussi. de Ouais. De synonymes. reformulation, de Exactement. phrases, voilà. Donc, Donc c'est plutôt nous, dans on ce est sens. pour, on vous dit oui, mais vraiment avec les conseils, là, tous les tips qu'a donné Mmh. Clémence. De toute façon, Voilà, c'est je pense que les candidats l'utilisent déjà Oui, finalement. Et oui, ah surtout, bah, oui, oui. les jeunes générations, le conseil qu'on peut donner, c'est peut-être justement de l'utiliser intelligemment, bah, comme pour toute utilisation de l'IA, et de ne pas se retrouver avec du coup une lettre de motivation standardisée qui n'aurait pas grand intérêt en fait dans la candidature. Tout à tout fait. à fait. Ça peut On aussi Bien, aider pour, valide. corriger les fautes d'orthographe qui corriger les fautes parfois, d'orthographe ouais, et en peuvent préparation. passer. Mmh, Mmh. tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je voudrais laisser maintenant la place à quelques questions. Je vois qu'il est bientôt 15h25, donc on va clôturer ce webinaire dans quelques minutes. Alors, est-ce qu'il y a des Ouais. questions? Alors oui, ça écrit dans le chat. Profil RH généraliste, je suis en avant toute compétence acquise. Ça peut se retourner contre moi si je postule sur un poste de chargé de formation, par exemple, car je suis intervenue sur le volet formation, mais je n'ai pas axé mon CV uniquement sur cela. Alors, je ne comprends pas trop la question. Alors, vous voulez dire qu'en fait, vous, en ayant un profil RH généraliste, vous, vous mettez que le volet formation? Si je postule sur un poste de chargé de formation, par exemple, ah oui, est-ce que
je mets en avant toute compétence acquise et tâches réalisées dans le cadre de mon expérience pro. C'est-à-dire, si vous mettez toutes vos compétences RH généralistes, c'est sûr que le volet formation sur lequel vous avez acquis des compétences, il ne va pas ressortir sur votre CV. Je pense que du coup, sur votre CV, il va falloir valoriser vraiment les compétences acquises sur le volet formation et les autres compétences des autres domaines qui peuvent être transférables à ce domaine-là. Tout à fait. On l'a cité tout à l'heure, mais je me permets de réinsister sur le site Métier-Scope, qui s'appelle, je Oui, pourrais l'écrire dans le chat, qui permet en fait de faire des recherches par métier. Donc par exemple, là, si vous cherchez chargé formation, vous allez avoir toute la fiche métier avec tout ce qui est compétences très détaillées, également beaucoup d'informations sur le marché du travail d'ailleurs. Et c'est vraiment un site très, très bien pour justement préparer ses CV par métier parce que c'est extrêmement clair et ça va pouvoir vous orienter. Là, par exemple, pour créer un CV chargé de formation, sans forcément non plus effacer vos autres compétences de RH généraliste, mais voilà, vous saurez comment les placer, comment mettre en avant votre expérience formation. Vraiment, parce je que là, vous recommande d'aller voir je ce site. pense qu'Antonio, c'est ce qu'il a voulu dire, qu'il a un profil RH généraliste, mais qu'il mettait justement plusieurs domaines de compétences et que ça pouvait se retourner contre lui s'il postulait sur un poste de chargé de formation. Après, c'est ce qu'on disait, selon les typologies, et c'est là où va intervenir le travail qu'on va faire sur décrypter un peu l'identité de l'entreprise et prendre des contacts et se renseigner. Effectivement, il y a des entreprises qui vont être moins ouvertes et qui vont avoir des exigences. Ça, on peut pas vous garantir, voilà, que chaque entreprise va fonctionner de la même manière ou chaque collectivité, mais vous pouvez, du coup, si vous avez fait ce travail-là sur toutes vos compétences, vos domaines de compétences, supprimer au moins les domaines quand vous postulez. Vous l'allégez et vous, du coup, centrez tout sur la formation. Merci beaucoup, Yasmine. Merci beaucoup, je ne veux mesdames. pas empiéter sur Oui. le prochain webinaire, Cécile. Le prochain webinaire débute dans 3 minutes, donc je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent y assister. Il s'appelle « Agent public, oser la mobilité, témoignage à 3 voix ». Donc je vous mets le lien. Ne partez pas tout de suite, on a quelques petites questions à vous poser. Donc je vais lancer un petit sondage. Hop. Normalement, ça devrait arriver bientôt, si tout se passe bien. Hop. 5 questions, c'est très rapide. Si vous avez participé aux autres webinaires, vous êtes déjà calé, vous savez déjà répondre. Il vous suffit de cliquer. Je vous laisse quelques secondes à chaque fois pour indiquer votre réponse. C'est juste pour nous, ça nous permet voilà, d'avoir un peu une vision sur qui s'est connecté et puis voilà, de pouvoir aussi nous améliorer pour l'année prochaine, pour proposer voilà, du contenu qui répond à vos attentes. Hop, donc vous venez de répondre à la première question. Je vais lancer hop, la deuxième. Hop. Elle devrait s'afficher pour vous. Oui, c'est bon, Cécile. J'ai également mis sur le chat le webinaire de 16h15 qui vient en complément de celui-ci sur CV et lettres de motivation avec des outils concrets pour vous aider sur ces 2 outils. Tout à fait. Hop. La deuxième question, c'est parti. Je vous envoie la troisième. Accrochez-vous, on est presque fini. Je vois que les réponses arrivent. Allez. La quatrième question. Et pendant que vous répondez, j'en profite pour remercier nos 3 intervenantes du jour, Clémence et Yasmine à France Travail, et puis ma collègue Maria à la PFRH. Merci beaucoup, Cécile, pour cette modération. Je vous remercie d'avoir accepté d'animer. Pour nous, c'est très précieux.
Et nous, on vous Avec remercie plaisir. également Merci de pour nous avoir l'invitation. invités. Oui. Voilà. On était ravis. On reviendra Ah, avec plaisir. Merci beaucoup. Ça, avec plaisir. je vous ai envoyé la dernière question. Si vous êtes toujours là, voilà, c'est la dernière. Après ça, c'est terminé. On n'aura plus qu'à à vous remercier aussi pour votre présence sur ce webinaire, pour vos questions, votre participation. Et puis, on espère vous retrouver sur les prochains webinaires. Si vous êtes intéressé sur le CV lettre de motivation, on se retrouve tout à l'heure à 16h15. Et puis, si vous êtes agent public, il y a un petit webinaire qui vient de débuter. Voilà, n'hésitez pas à aller le suivre et merci à tous. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. journée. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.